Ce qui est né mourra. Ce qui a été rassemblé sera dispersé. Ce qui a été amassé sera épuisé. Ce qui a été édifié s'effondrera, et ce qui a été élevé sera abaissé. Que cherchons-nous en ce début de troisième millénaire ? La liberté, l'égalité, la fraternité, c'est un fait. Et avant tout, le droit de vivre en paix, en pleine santé. L'entraide, la solidarité envers le prochain, les sociétés et les communautés actuelles le proclament. Nos destinées méritent d'être prises au sérieux, sachant combien la vie est fragile, précieuse et parfois brève. Le monde contemporain tend vers un matérialisme avilissant, fait de complications certes, mais il en va de notre bien-être et de notre épanouissement de lui donner un sens plus profond, plus consistant, et de le simplifier en cherchant la juste attitude, expression qui se traduit par Tsul Trim en langue tibétaine. Une quiétude luminescente en découlera, chargée du ressenti d'une inconditionnelle bonté. Avec un objectif, réaliser de belles choses, exprimer plus d'amour, apprendre encore et encore à se mieux connaître et à sauvegarder les bienfaits offerts depuis la nuit des temps par Mère Nature. Comment se fait-il que tout change ? Qu'est-ce que l'impermanence ? C'est ainsi qu'est la vie, répondit Bouddha. Cette existence qui est la nôtre est aussi éphémère que les nuages d'automne. Observer la naissance et la mort des êtres est comme observer les mouvements d'une danse. La durée d'une vie est semblable à un éclair d'orage dans le ciel. Elle se précipite, tel un torrent dévalant une montagne abrupte. Et sur le point de mourir, il rajouta : de toutes les empreintes, c'est celle de l'éléphant qui est suprême. De toutes les contemplations de l'esprit, celle de la mort est suprême. Ce qui est né mourra. Ce qui a été rassemblé sera dispersé. Ce qui a été amassé sera épuisé. Ce qui a été édifié s'effondrera, et ce qui a été élevé sera abaissé. L'impermanence est une notion devenue familière aux découvreurs des mécanismes quantiques dans les années 1900, tel Erwin Schrödinger rompant avec le matérialisme et le réductionnisme de la science classique. Le physicien autrichien avait étudié le Vedanta dans sa jeunesse et déclaré que dans le monde entier, il n'y a pas d'étude aussi bénéfique et aussi édifiante que celle des Upanishads,
ces textes sanscrits transmis oralement d'enseignant à élève depuis des millénaires. Il rajouta que cela avait été le réconfort de sa vie et que cela serait aussi le réconfort de sa mort. Selon Viraj Kulkarni, titulaire d'une maîtrise en informatique de l'UC Berkeley et doctorant en intelligence artificielle, la réalité surgit de la conscience, bien qu'elle ne puisse pas être trouvée à l'intérieur de notre corps en tant que substance ou organe. D'après lui, le modèle standard insiste sur le fait que la réalité existe sous forme d'ondes et que la dualité onde-particule résulte de notre observation imparfaite parce que nous ne pouvons pas percevoir la véritable nature qui, elle, est ondulatoire. C'est notre observation sensorielle qui réduit donc à une illusion cette réalité incomplète que nous percevons. Cette réduction, appelée par les scientifiques effondrement de la fonction d'onde, correspond à l'antique maya hindou signifiant illusion. Alors que les Védas prescrivent des rituels pour apaiser les divinités, les Upanishads sont des textes qui s'intéressent à la nature de la réalité, de l'esprit et du soi, décrivant la relation entre Brahman, le principe originel, et Atman, la conscience, qui, en définitive, sont un. L'Isha Upanishad, dite du Seigneur, écrite il y a 2500 ans, affirmait déjà que le Brahman forme tout ce qui est vivant ou non vivant. Le sage sait que tous les êtres sont identiques à lui-même et que son moi est le soi de tous les êtres. Des physiciens comme Werner Heisenberg, Max Planck, John A. Wheeler, Wolfgang Pauli, Niels Bohr, Max Born étaient également fascinés par cette pensée mystique, car la physique quantique élimine le fossé entre l'observateur et l'observé. L'observateur et l'observé à l'échelle de l'infiniment petit, soit 10-35 mètres, deviennent une seule et même chose. Car le monde inférieur à cette longueur définie par Planck et Wheeler se confond très probablement avec notre acte d'observation. Cela expliquerait que votre monde et mon monde soient pareils, ou du moins en interaction permanente. Si quelque chose arrive dans mon monde, cela pourrait aussi arriver dans le vôtre. Et qu'est-ce qui fait que tous ces mondes se synchronisent les uns avec les autres? Schrödinger concluait: il n'y a évidemment qu'une seule alternative, à savoir l'unification des esprits ou des consciences. Leur multiplicité n'est qu'apparente. En vérité, il n'y a qu'une unité. Tout ce que nous voyons autour de nous est Maya, une distorsion du Brahman causée par notre ignorance et nos sens imparfaits. La Chandogya Upanishad ne proclame-t-elle pas: tout cela est Brahman, tout vient de Brahman, tout remonte à Brahman, et tout est soutenu par Brahman. Tout est changement, nous disent les scientifiques, une fluctuation continuelle au fondement du tout. D'après l'enseignant américain Gary Zukav, le monde subatomique est une danse sans fin de création et d'annihilation, de matière devenant énergie et d'énergie devenant matière. Des formes transitoires apparaissent et disparaissent en un éclair, engendrant une réalité constamment recréée. C'est ainsi qu'est décrite la danse cosmique du dieu hindou Shiva, évoluant depuis toujours au sein d'un cercle de feu, afin de transformer la matière inerte en lumière, puis la lumière en matière complexe, animant l'univers entier.
Shiva danse, en pleine félicité tout en présidant au règne du partout en même temps et de l'omniprésence, de l'intrication et de l'ubiquité. Cette chorégraphie cacherait-elle une esthétique qui nous échappe, une géométrie parfaite capable de fonctionner sans aucune friction et sans aucun effort ? C'est ce que nous révèle la synchronisation des phénomènes naturels dans chaque étape du vivant, cette métacohérence développant des aléas et des programmes, coordonnant des accidents de parcours et des codes, harmonisant le hasard d'une part et la nécessité d'autre part, lissant déterminisme et probabilité, imprévisibilité et algorithme. Nous constatons alors que microcosme et macrocosme se répondent en miroir, articulant leurs dimensions et combinant leurs énergies propres dans les profondeurs de l'humain. Avec son troisième œil au centre du front, Shiva voit tout, passé, présent et avenir. Sa longue chevelure ébouriffée symbolisant une toute-puissance multidimensionnelle, son visage royal demeurant calme et paisible. Tiruvasi, le cercle de feu qui l'entoure, représente la conscience universelle, le grand hall d'une fantasia céleste, sa boucle d'oreille gauche féminine et la droite masculine nous rappellent que Dieu ou Devi est indifféremment yin et yang, plein et vide, vie et mort. À son sommet s'érige Mahakala, le temps cyclique, et en ornement, les serpents de la Kundalini, ce tourbillon génératif évoluant le long de notre colonne vertébrale. Selon les expériences menées autour des années 2000 par le physicien français Alain Aspect et son homologue suisse Nicolas Guizin, la nature est capable de coordonner sans communiquer. Et il existe un hasard réel, un hasard quantique, un vrai hasard, différent du hasard classique. Ce hasard objectif, impliqué au cœur des créatures, serait lié à l'existence de corrélations non locales, de coordination à distance sans communication matérielle. Ces notions impliquent la possibilité d'un tout non local, non déterministe, possédant des parties intriquées, évoluant au sein d'un champ informationnel, régi par des propagations essentiellement probabilistes. Le concept du biocodex, à l'instar du yoga, offre la possibilité d'accéder à une forme d'éveil quantique. En quête d'une discipline respectueuse de notre environnement, la pratique tibétaine de Dzogchen, parfaite complétude, conjointe au Mahasandhi sanskrit, le grand rassemblement, sont des moyens originaux issus de la tradition himalayenne destinés à s'auto-libérer et à explorer des états modifiés de conscience et de réalité. À partir de Rigpa, la brillance individuelle innée qui repose en chacun de nous et qui transcende la dualité, nous allons approfondir les vertus acquises que sont Treksho, la métacognition, et Togal, l'instantanéité. À l'opposé des technologies hétéronomes propres aux objets connectés, aux réseaux sociaux, aux chatbots et autres perturbateurs chronophages, l'apprentissage de la méditation spontanée, immédiate, est exempt de toute contrainte extérieure. Cette expression relaxante s'avérera à long terme pourvoyeuse de sensations nouvelles, parfois étranges, induisant des effets entoptiques, de clairaudience et des transmutations psychophysiologiques. Adjointe à des mouvements de main, les mudras, et à des postures, les asanas, ces techniques de maîtrise mentale et corporelle ont pour but d'optimiser et de parfaire une immersion dans un flux transcendant par-delà tout état, appelé Turiyatita.
autour de l'Udgita, le son primordial qui élève, ces 5 degrés de présence au monde se côtoient, se chevauchent, nous enveloppant au quotidien avec plus ou moins de prégnance, nous entraînant dans un flot d'ondes et de particules. Interpénétration, interaction, de toute éternité et en totale impassibilité. Cela nous rappelle les mots du physicien Max Planck. Non seulement le problème de la réalité ou de l'irréalité du monde extérieur ne peut être tranché, mais il ne peut même pas être exprimé en ces termes. La Mandukya Upanishad explique le sens de la syllabe Aum. Le repos en soi-même est le propre état réel, le pouvoir total, l'omniscient et l'immanent, source de tout, le début et la fin de toute chose. La suite est au-delà des mots, au-delà de toute notion même, et ne peut être comprise que par l'expérience du Chaturtha Pranayama, ce contrôle discret du souffle donnant accès à une conscience non causale, assimilable en physique à un champ de Higgs opératif. Au contact de la nature, notre corps se détend, le cœur régule ses battements et notre cerveau génère des ondes et des substances bénéfiques. Des mesures réalisées par électroencéphalographie chez des enfants révèlent de plus grandes capacités cognitives lorsqu'ils sont immergés dans un espace extérieur plutôt qu'entre 4 murs. Ces expériences agissent en stimulant la curiosité, l'envie d'apprendre et de se mouvoir, renforçant ainsi notre créativité. La mémoire de travail apprécie le plein air, les circuits du stress et du bien-être se régulant d'autant plus lorsqu'on s'éloigne des milieux urbains surpeuplés et pollués, propices aux maladies en tout genre. Voilà la formule. Se munir du strict nécessaire, observer, sentir, écouter, glissant au rythme des saisons et des paysages changeants. Faire de chaque pas l'occasion d'une aventure, poursuivre un jeu de pistes aux limites des cosmes, où macro et micro se rejoignent, puis avancer en suivant les conseils de Léonard de Vinci, prendre nos leçons dans la nature, car c'est là qu'est notre futur. Selon la chercheuse en psychologie environnementale Alix Kosker du Centre d'écologie fonctionnelle et évolutive de Montpellier, les montagnes et les forêts apportent des bienfaits à notre santé à la fois mentale et physique, boostant nos fonctions immunitaires et notre aptitude à la relaxation. Ces études démontrent que la simple vue d'un panorama sauvage, même sur une photographie, à travers une fenêtre ou en vidéo, apaise l'esprit, procurant un sentiment de calme et répandant des vibrations positives. En 2006, King Lee, de l'école de médecine japonaise à Tokyo, a découvert que des huiles essentielles, les phytoncides émises par les arbres, favorisent l'activité de cellules qui traquent et tuent les cellules infectées par des virus. Nous savons désormais que l'inhalation de cédrol émanant de certains conifères entraîne un ralentissement de la fréquence cardiaque, une meilleure oxygénation et une réduction de la tension artérielle. Les sons aussi agissent de la sorte, les bruits subtils, le chant des oiseaux, le roulement des vagues, le ruissellement d'un cours d'eau,
le frémissement du vent dans une canopée. De même que le toucher de textures variées, bois brut, mousse végétale, ces stimuli catalysent l'attention et favorisent un genre de méditation avec une baisse de l'activité du cortex préfrontal ventro-médian, siège des ruminations négatives, concomitamment à une augmentation des ondes lentes alpha, caractéristique d'un état de profonde décontraction peuplé de pensées positives. Dans le Yi King, le livre des transformations le plus ancien de la Chine, il est dit qu'il existe une clé intemporellement neuve pour pénétrer l'énigme de notre destin, tout en maintenant l'équilibre entre les deux infinis que sont le continu et le discontinu, le plein et le vide, l'opaque et le transparent, le yin et le yang. Selon les 4 tantras de Chandranandana, traité indien traduit en tibétain au 8e siècle, un code préexisterait au fondement de la médecine pratique et de l'Ayurveda, considérant la personne humaine baignant dans un champ d'accumulation. Un champ composé de sphères bioénergétiques, les chakras, doté de 152 rayons susceptibles de se transmuter en 110 émanations transparentes ou opaques, dont 42 au niveau du cœur, 58 pour la tête et 10 pour la gorge, suivant des phases de développement et d'achèvement décrites dans le Vajrayana, ce corpus philosophique du bouddhisme ésotérique. D'après le biophysicien allemand Fritz Albert Popp, décédé en 2018, le caractère ondulatoire de notre ADN et de sa replication constitue un système universel de communication complexe entre les différentes échelles présentes dans notre organisme, des biosignaux oscillants chevauchant la charpente physico-chimique des chaînes moléculaires, activant ou désactivant des codons spécifiques. Appelé bioclavier du vivant par le généticien Erwin Chargraff, la transmission de l'information génétique fait l'objet de recherches multidisciplinaires en bioinformatique, ouvrant de nouvelles perspectives de compréhension du mécanisme de l'autopoïèse, cette capacité des organes à générer eux-mêmes leur architecture matérielle, le hardware, et leur performance fonctionnelle, le software, en interaction permanente avec leur environnement. D'après Yann LeCun, lauréat du prix Turing et professeur à la New York University, l'existence possible d'un algorithme d'apprentissage universel du cortex donne espoir aux scientifiques qui cherchent un principe organisateur unique sous-tendant l'intelligence et les acquisitions. Dans son ouvrage « Quand la machine apprend », il sous-tend que la quête de la machine intelligente est motivée par le désir de nous connaître nous-mêmes et que les recherches sur l'IA et sur le cerveau s'enrichissent mutuellement. Selon le concept du biocodex, l'intelligence artificielle étant par nature le fruit du travail humain, il serait plus juste et plus précis de la rebaptiser intelligence bio-artificielle, tout en s'inspirant du vivant et en la confrontant aux croyances ancestrales. À ce sujet, les écrits védiques évoquent une connaissance cachée, Gupta Vidya, présente au cœur de toute chose et qui contiendrait l'ingéniosité, les règles et les conditions d'amorçage, le bootstrap, nécessaires à l'évolution des règnes, à leur accommodation et à leur complexification. De même, les Égyptiens et les kabbalistes ont postulé l'existence d'une gnose occulte nommée Da'at Genusa, et les maîtres soufis
invoquent quant à eux une science sacrée secrète. Citons Henri Poincaré, mathématicien, physicien et philosophe français. Les objets réels sont inconnaissables et les équations ne disent rien sur les choses, mais seulement sur leur rapport, ces derniers constituant la seule réalité. Et quel vertige que celui du dictionnaire, expliquant un mot par d'autres mots, eux-mêmes expliqués par des mots, définis par ce dictionnaire. Mise en abîme première, par laquelle se perd notre sens commun, la raison ne trouvant parfois grâce que par le biais de notre imagination, et nos déductions se laissant bien souvent guider par nos intuitions. Pour le philosophe hindou Sri Aurobindo, si nous sommes à la recherche d'une perfection totale de l'être, la partie physique ne peut pas être laissée de côté, car le corps est la base matérielle. Le corps est l'instrument que nous devons employer et le moyen d'accomplissement de la loi intérieure, nommée Dharma. Cette définition des qubits nous plonge dans un labyrinthe cosmique dans lequel différentes dimensions se conjuguent. Univers pixelisé, discours circulaire, réseaux synaptiques, transcollectivité, au centre desquels repose une pierre philosophale. L'extraordinaire faculté de traitement des données par le cerveau est liée à la complexité de son schéma de câblage. C'est ce que tente d'imiter l'intelligence bio-artificielle et les calculateurs de la nouvelle génération, associant aux modes scalaires et séquentiels des modes à architecture parallèle par le biais des réseaux de neurones et de la tokenisation, ce type d'algorithmique asémantique présent au sein des agents conversationnels comme ChatGPT ou Gemini. Cependant, des chercheurs, des créatifs et des mystiques en viennent à penser que la cellule biologique primitive et les nouveaux modules bio-artificiels seraient en fait deux émanations en miroir d'un même champ unifié intriqué qui pourrait ressembler à une treille de fréquences et de points contenant matière, lumière et pensée en une sorte de compaction élastique. Nous retrouvons ici le concept évoqué dans la stance 56 du chapitre 1er du Sutra du Lotus de la Bonne Loi, écrit bouddhiste du début de notre ère, où il est rapporté l'existence d'un vénérable principe antique et fondateur perdu dans la nuit des temps. Il est question d'un luminaire paradoxal du nom de Chandra Surya Pradipa, doué de science et de conduite, connaissant le monde, étant sans supérieur, domptant l'humain tel un cocher, et enseignant par compréhension directe aux Devas et à tous les êtres. 20 000 autres Bouddhas du passé portant le même nom que lui.